8h14. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. C'est l'affaire des cabinets de conseil. La polémique devient affaire judiciaire. Alors le PNF, dans son communiqué, ne cite pas nommément le cabinet McKinsey. Mais on comprend bien que c'est en lien avec les déclarations d'un dirigeant de la filiale française du groupe américain devant le Sénat, affirmant que l'entreprise payait bien tous ses impôts en France. Que dites-vous ce matin? Comment réagissez-vous à l'ouverture de cette enquête? Cette affaire est un scandale d'État et c'est bien que le parquet national financier s'en saisisse. Faut rappeler de quoi il s'agit. On parle d'abord d'un accroissement considérable du recours de la France à ses cabinets de conseil privés. Alors on nous dit c'est moins que certains de nos voisins européens. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça a été doublé. Les dépenses pour ces cabinets de conseil privés ont été doublées pour atteindre au bas mot, c'est ce que dit le rapport du Sénat, 1 milliard d'euros. Il s'en explique ce matin dans le Figaro, le président de la République, expliquant que pour pratiquement des 2/3, ce sont des dépenses d'informatisation, des dépenses de cyberdéfense, de mise en place de logiciels informatiques pour la gestion de la pandémie, Adrien Quatennens. Alors d'abord, vous dire qu'on a une administration publique de qualité en France, et je ne suis pas certain qu'on ait besoin d'un recours aussi accru à ces cabinets de conseil, mais quand on regarde dans les détails, M. Macron nous parle de prestations informatiques. Moi, j'ai quelques exemples en tête. Par exemple, le cabinet Boston Consulting Group, il a touché, je crois, quelque chose comme un peu plus d'1,5 million d'euros pour l'organisation d'une conférence des managers de l'État qui n'a jamais eu lieu, par exemple. On sait que McKinsey, ça a été 4 millions d'euros pour adapter l'administration à la baisse des APL. Donc il faut comprendre une chose, c'est que quand on a en plus le Sénat qui interroge les dirigeants, en l'occurrence de McKinsey, et que devant des sénateurs, un mensonge est proféré, qui consiste à dire que ces gens payent leurs impôts en France alors qu'on découvre en plus qu'ils ne les payent pas. Ça veut dire... Vous avez entendu la séquence précise. Il répond à les questions sur est-ce que la filiale française paye ses impôts en France, sur le droit du travail, etc. Et il répond oui. Il répond pas à une question précise sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés en France, etc. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ces cabinets de conseil, le contribuable français se fait plumer 3 fois. D'abord une première fois parce que c'est extrêmement onéreux quand on voit les prestations qui sont facturées pour les montants, et y compris des prestations qui parfois vraisemblablement n'ont pas eu lieu mais qui ont été facturées quand même. C'est extrêmement cher. Deuxièmement, on découvre que au moins un de ces cabinets n'a pas payé l'impôt en France depuis 10 ans. Deuxième raison de se faire plumer. Et la troisième, c'est que souvent les conseils que profèrent à l'administration ces cabinets concourent à la baisse de la protection sociale. En gros, c'est des gens qui vous empruntent votre montre pour vous donner l'heure et vous expliquent comment on fait mieux avec toujours moins de moyens. Donc, en réalité, c'est un vrai scandale. Et si nous sommes au pouvoir dans quelques semaines avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il s'en sera fini du recours à ces cabinets de conseil privés. Mais est-ce que le timing n'est pas étonnant tout de même? On pense évidemment à l'enquête 2017 sur l'emploi fictif de Pénélope Fillon qui démarre en janvier 2017, donc 4 mois avant l'élection présidentielle. Là, c'est à 3 jours du premier tour que le PNF fait l'annonce, une semaine après avoir lancé son enquête. C'est de salubrité publique, parce qu'en réalité, le rapport du Sénat, il est sorti il y a maintenant quelques semaines, et c'est de salubrité publique qu'il y ait une enquête qui soit menée sur ce sujet. Vous savez, M. Macron, il se tient sur son Aventin. Il veut pas de débat et de confrontation politique, mais il peut pas échapper à tout. Parce que il se défend en disant, oui, les attributions de marché public répondent à des règles précises. C'est vrai. On peut néanmoins, malgré ça, constater que l'un des principaux intéressés, en l'occurrence la personne qui est chargée de contractualiser entre l'État et McKinsey pour ces contrats de cabinet de conseil, est un proche d'Emmanuel Macron. Quelqu'un qui a participé à sa campagne présidentielle, dont on a découvert dans pas mal d'articles de presse qu'ils avaient finalement offert des prestations à M. Macron, peut-être d'ailleurs depuis qu'il était ministre de l'économie sous François Hollande. Bon, en général, quand on vous offre des prestations gratuites au départ, c'est qu'on attend quelque chose et qu'on peut imaginer derrière qu'il y ait quelques arrangements possibles. Ce qui ne remet pas en cause le mode d'attribution de ces marchés. Mais je trouve que c'est salutaire que le parquet national financier s'en saisisse d'une part, et je redis que en ce qui concerne notre mode de gouvernance, avec Jean-Luc Mélenchon, nous croyons à l'administration publique, à l'État, et non pas au recours accru à ces cabinets de conseil privés. Donc qui zéro cabinet de conseil, zéro rapport commandé, zéro conseil. C'est un objectif, oui, c'est un objectif. Je pense qu'on peut se passer de ces cabinets de conseil privés et prendre appui sur l'administration publique de grande qualité en France. Adrien Quatennens, il souffle
sur la Corse, un vent mauvais ces dernières semaines, des violences à Bastia hier avec une mise à feu de la préfecture, de la Banque de France également, au moins un tir à balles réelles contre les forces de l'ordre à Ajaccio dimanche selon l'hebdomadaire Marianne. Des milliers de cocktails Molotov saisis, voilà pour donner quelques éléments d'ambiance sur place. Jean-Luc Mélenchon tweet ce matin que s'il est élu, il reconnaîtra la responsabilité de l'État dans la mort d'Ivan Colonna, parce que cette vague de violence, elle démarre avec la mort d'Ivan Colonna. Bien sûr, mais pour une raison, c'est que c'est vrai. Quel est l'élément de responsabilité de l'État? Où est la faute de l'État? Quand il y a des détenus en prison, la tâche de l'État, c'est de leur assurer aussi protection. Or là, Ivan Colonna, il a pu subir une agression qui a duré pendant de longues minutes, et vraisemblablement, il y a eu défection de la part de l'État et du personnel pénitentiaire. Donc, dire que l'État est responsable, a une responsabilité dans sa mort, c'est une réalité, donc il faut le reconnaître. Après, au-delà sur la situation en Corse, il y a une réalité politique qu'il faut voir. Vous savez que nous sommes plutôt de tradition jacobine, mais on est obligé de constater que depuis maintenant quelques années, les Corses votent régulièrement pour des autonomistes et des élus autonomistes. Donc cette question doit être maintenant travaillée pour amener le calme et une réponse politique. Vous savez, nous, par exemple... quelle réponse vous proposez? Nous, par exemple, nous proposons que soit appliqué à la Corse l'article 74 de la Constitution. Il ne faut pas confondre d'ailleurs autonomie et indépendance. La Polynésie française, par exemple, est sous le giron de cet article 74 qui confère sur un certain nombre de points l'autonomie. Elle n'est pas pour autant moins française. C'est une réalité politique et je pense que pour amener le calme et pour assurer des relations sereines et que la Corse retrouve l'apaisement, je pense que c'est une nécessité d'avancer vers cette solution. Oui. Vers davantage d'autonomie. Davantage d'autonomie, ce qui ne veut pas dire l'indépendance. Je ne vais pas vous demander excessivement de détails, mais malgré tout, ce périmètre d'autonomie que vous imaginez pour la Corse, quel serait-il ? C'est sur un certain nombre de possibilités, de cadres légaux des collectivités. Et ça s'applique aussi particulièrement au caractère insulaire de la Corse. Il y a des réalités pour les zones insulaires en France. C'est pas la même chose que des régions de France hexagonale, par exemple. Puis on est obligé à un moment donné de se dire, on peut pas tordre le bras à la population. Si de plus en plus, à chaque élection, les Corses votent pour des listes et des élus autonomistes, c'est le cas par exemple à l'Assemblée nationale de la majorité de leurs députés, on va pas tordre le bras à la population. Et donc il faut avancer sur cette question. Mais je crois que maintenant, de plus en plus de responsables le disent et que c'est sage de le dire. Adrien Quatennens, autre sujet, la hausse des prix s'installe dans le quotidien des Français, que ce soit à la pompe à essence ou dans les rayons de supermarché. Selon plusieurs dirigeants d'enseignes de la grande distribution, on sera bientôt à 6-8% d'inflation sur l'ensemble des rayons, même 15% sur par exemple les produits frais. On constate que face à l'inflation, le salaire réel des Français a baissé depuis janvier parce que les salaires progressent moins vite. Qu'est-ce que l'on fait? Quelle réponse vous apportez à ça? D'abord une chose, on ne se trompe pas de diagnostic. La hausse des prix, les prix du carburant, les prix de l'énergie, les prix de certains produits alimentaires, elle est d'abord le fait d'une spéculation. Prenons l'exemple du carburant. D'une spéculation? Bien sûr, c'est le prix de marché. Prenons l'exemple du carburant. D'ailleurs, qui n'a pas attendu le conflit en Ukraine pour augmenter l'inflation. Elle a progressé depuis bien avant que la guerre se déclare. Oui, parce qu'il y a une très forte demande, c'est une loi de marché. Bien sûr, c'est une loi de marché. Et donc précisément, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas plus cher aujourd'hui de produire du pétrole que ça ne l'était il y a quelques mois. Pourtant, les prix ont bondi. Par exemple, s'il y a la loi de l'offre et la demande, l'une des manières de baisser les prix, c'est d'augmenter la production, ce que ne font pas les producteurs. Donc il faut regarder précisément ce qu'on a sous les yeux et ce que proposent les responsables politiques. Nous, c'est clair, ce sera le blocage des prix. Le blocage des prix, pourquoi? Parce que ça consiste à dire, ça n'est pas ni à l'usager, au client, ni au contribuable et ni à l'État de prendre à sa charge cette spéculation. Mais sur le pétrole, sur l'ensemble des produits alimentaires, sur le pétrole, par exemple, c'est clair. Nous, on propose, et c'est ce que nous ferons, parce que c'est le code du commerce qui le permet. J'entendais hier Marine Le Pen à votre micro dire c'est pas possible juridiquement. J'avais l'impression d'ailleurs d'entendre Bruno Le Maire hier à votre micro quand j'écoutais Marine Le Pen. Si, c'est possible techniquement de bloquer les prix. Par exemple, ça a été fait... le blocage des prix de l'électricité décidé par François Fillon, par Ségolène Royal. Oui, à bien chaque sûr. fois, c'est mais regardez, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, là, tout de suite maintenant, dans les Outre-mer, à La Réunion, par exemple, le préfet a pouvoir de bloquer 153 prix de produits de première nécessité, dont le carburant, qui sont administrés, y compris dans des conseils citoyens, on décide collectivement de ça. En France, ça a été fait jusqu'au milieu des années 80. Et dans un passé même récent,
Par exemple, le gel hydroalcoolique, quand la fameuse loi du marché de l'offre et la demande avec l'épidémie faisait que les prix explosaient, M. Macron lui-même a bloqué les prix du gel hydroalcoolique. On n'a pas vu d'ailleurs qu'il y a eu de pénurie. Donc, c'est une spéculation. Et quand j'entends Marine Le Pen dire « Ah oui, mais si on bloque les prix, les pétroliers n'en seront pas à leurs frais », enfin un peu de sérieux. Qui peut penser que Total, qui vient de réaliser des bénéfices records, y compris en pleine crise, avec 14 milliards de profits, ne va pas rentrer dans ses frais, ou qu'un pétrolier, si on décide de bloquer les prix, pourrait renoncer à un marché de 67 millions de consommateurs. Ça n'est pas sérieux. Donc, bloquer les prix, oui. Et je veux bien dire, à votre micro, nos différences là-dessus avec certains candidats. Parce que quand, par exemple, certains, comme c'est le cas de Madame Le Pen, proposent de baisser la TVA, en fait, que propose-t-elle? Elle propose d'appauvrir l'État pour garantir les dividendes des pétroliers. Non, pas de ça. Nous, ce sera blocage des prix. On ramènera le prix du carburant au niveau où il était la première fois que Jean-Luc Mélenchon a parlé de blocage des prix, bien avant le conflit en Ukraine. Et à l'époque, c'était 1,40. Donc, nous ramènerons le prix à 1,40. Donc, le différentiel de 50 centimes, c'est à Total à la charge, en effet, des pétroliers. C'est-à-dire, en fait, on arrête la spéculation et on arrête les dividendes dans des proportions considérables, comme on l'a vu, et on fait ce blocage des prix. On va le faire aussi pour un certain nombre de produits alimentaires. Par exemple, les 5 fruits et légumes dont on n'arrête pas de dire à coup de pub tous les jours aux Français qu'ils doivent les manger pour prendre soin d'eux et de leur santé, sans se soucier de savoir s'ils en ont les moyens. Et là, pour le coup, ce sera notamment aux distributeurs, parce que les agriculteurs, eux, ils souffrent déjà. Il y en a un qui se suicide chaque jour dans notre pays. Donc, il faut assurer des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Par contre, on a de la marge au niveau des intermédiaires. J'insiste juste pour vous dire que ces mesures de blocage des prix, c'est des mesures pour répondre à l'urgence. On va peut-être pas bloquer les prix de manière extrêmement pérenne. Par contre, on a d'autres mesures pour le pouvoir d'achat. Quel est le moment où vous dès que l'état du marché le permettra et que les Français ne seront plus pris à la gorge par cette hausse des prix. Mais à côté, nous avons, et je serai rapide là-dessus, mais quelques mesures pérennes. Nous voulons augmenter le SMIC. Et là, c'est pareil, c'est un décret, 1400 euros net, parce que le temps du capital a beaucoup duré. Maintenant, ce sera le temps du travail et faire en sorte que personne dans ce pays, un pays aussi riche que la France, où les milliardaires ont accru leur patrimoine de 86% rien que pendant les 19 mois de pandémie. Vous savez combien il y a de salariés au SMIC en France, Adrien Quatennens ? Pas exactement, mais c'est beaucoup de monde. Je vais vous le dire, 2 millions. Parce que, vous savez combien il y a de salariés en France ? Alors justement, si c'est 2 millions... combien il y a de salariés en France ? Dites-moi. 30 millions. D'accord. Et bien, donc pour 2 millions de Français, vous prenez une mesure et les 28 millions d'autres. Eh bien, non mais là vous puisque vous êtes aguerri en économie, vous savez que quand vous augmentez les bas salaires, quand vous augmentez le SMIC, ça profite non seulement bien sûr à ceux qui sont au SMIC, mais pas que. Ça profite à tous ceux qui ont des salaires aux alentours de 2000 euros et ensuite nous allons demander... Ça dépend. Si c'est pas renégocié au niveau ça c'est mécanique. Ça c'est mécanique. Quand vous augmentez le SMIC, les salaires qui se trouvent autour de 2000 euros sont trouvent aussi augmentés. Mais ensuite, on va demander par branche à ce qu'il y ait des négociations pour l'augmentation des salaires. Voilà, augmenter les salaires, c'est une nécessité non seulement pour faire face à ces situations d'urgence, mais aussi parce que ça profitera à toute l'économie. Enfin, l'argent qui est injecté dans la consommation populaire, ça profite à toute l'économie. Augmenter le SMIC, par exemple, c'est aussi une mesure écologique, parce que vous dirigez ensuite vos consommations vers de meilleurs produits. Et même pour les entreprises, les petites entreprises, qui seraient inquiétés par cette idée d'augmentation du SMIC, nous avons pensé dans le programme une caisse de péréquation entre les grandes entreprises et les petites pour les cotisations sociales liées à l'augmentation du SMIC. Pour que ça soit ça veut dire que les grandes paieraient pour celles qui ont moins les moyens de payer. Ça veut dire qu'il va y avoir de la solidarité entre les très grandes entreprises qui font des profits incroyables et qui souvent d'ailleurs ont des moyens d'évitement de l'impôt et d'optimisation fiscale et les petites structures qui peuvent être plus en difficulté. On reparlera tout à l'heure d'agriculture et d'économie parce qu'il y a d'autres mesures importantes dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, notamment l'idée d'aller vers une semaine de 32 heures, mais toujours dans l'actualité, la guerre en Ukraine. L'Union européenne va adopter de nouvelles sanctions de manière imminente. On sait que la plus efficace serait un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Seulement, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce point-là. À un moment, il va falloir s'y résoudre, disait hier Charles Michel, le président du Conseil européen. Vous souscrivez à cette idée de la nécessité d'un embargo sur le gaz et le pétrole russe ? Non. Qu'il faille accroître la pression sur Vladimir Poutine, c'est une évidence. Parce que Vladimir Poutine, quel qu'ait été le contexte, est le seul qui a choisi la guerre, qui a choisi d'envahir le voisin et qui porte donc la responsabilité de ce qui est en train de se passer et de la boucherie qu'on voit en Ukraine. Alors quelle autre sanction ? Pourquoi ne pas taper tous azimuts de manière indifférenciée ? Parce qu'il ne faut pas, solidariser le peuple russe davantage avec le dirigeant qui choisit la guerre d'une part. Deuxièmement, parce qu'on sait que les Chinois ont décidé d'investir dans les secteurs économiques qui seraient sanctionnés de la Russie. On n'a pas non plus intérêt
à pousser les Russes dans les bras des Chinois et à avoir ce nouveau bloc qui se constitue. Donc comment faire en revanche pour ne pas s'en tenir à des effets de tribune et accroître la pression sur Vladimir Poutine? Nous, ce que nous proposons, c'est de sanctionner durement les oligarques qui sont autour de Vladimir Poutine pour faire en sorte que ces gens finissent par se poser la question de savoir pourquoi ils auraient intérêt à suivre encore Vladimir Poutine et le ramener à la table des discussions. Mais par exemple, sanctionner les oligarques, on le peut d'autant plus difficilement que nous avons nos oligarques aussi, nous en France, que M. Macron veut protéger. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent des oligarques russes, par exemple, qui se trouvent dans les paradis fiscaux européens. Et M. Macron lui-même est intervenu pour faire sortir de la liste des paradis fiscaux européens certains pays. Jean-Luc Mélenchon a fait hier une proposition aussi parce que, bon, il y a la question du carburant, mais vous savez que lié au conflit, il y a la question de la crise alimentaire qui guette. Et notamment du blé. On va en reparler si vous le voulez bien. Adrien Quatennens, on marque une très courte pause. Ok, on en reparle. Et on reprend, je vous le promets. Merci. Il est 8h29 sur Europe 1. Mathieu Bock-Côté et Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1, nous rejoignent dans un instant. Le rendez-vous de la présidentielle, l'événement politique est sur Europe 1. Aujourd'hui sur Europe 1, Christophe Ondelatte vous raconte. Dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, la victime, que l'on retrouve mort dans la région de Toulouse, est un ancien militaire, devenu spécialiste de sécurité rapprochée. Alors on se dit que sa mort a à voir avec son métier. On pense s'embarquer dans un polar peuplé de gros bras et de tueurs à gages. Et on tombe finalement sur un pauvre type. Retrouvez la suite de ce récit, aujourd'hui à 14h sur Europe 1, dans Ondelatte raconte. Vos lunettes Néo sont exceptionnelles. Garantie Origine France, elles sont ultra légères et résistantes. Mais voilà, ce que vous voulez surtout savoir, c'est si elles vous vont bien. Alors venez ici à la collection Néo chez Atoll. En ce moment, jusqu'à 65 € de reprise sur vos anciennes lunettes. Dispositif médical. Conditions sur opticien-atoll.com. Waouh, jusqu'à moins 40% sur Amazon. Et si je m'offrais cette nouvelle montre waterproof pour nager, là où aucun nageur n'a jamais nagé, et apprendre le langage des dauphins? Ah bon? Jusqu'à moins 40% pour rêver en grand pendant les ventes flash de printemps Amazon jusqu'au 13 avril. Ford. Moi, mon rêve pour le chantier, tu vois, c'est un utilitaire 100% électrique. Ah bah ouais, je vois. Hein. T'imagines 100% électrique? Plus besoin de passer à la pompe? Mais tu peux arrêter de rêver, hein. C'est le Ford e-Transit en fait. Non. Ah ouais. Tiens, voilà les clés. Décuplez votre productivité et propulsez-vous dans une nouvelle ère 100% électrique avec le nouveau Ford e-Transit. Le leader de sa catégorie avec ses 317 km d'autonomie. Ford. Autonomie en mode électrique, WLTP Mixed e-Transit L2H2 Trend Business. Pensez à covoiturer. Jugée coupable du meurtre de sa fille de 2 ans, Melissa Lucio doit être exécutée le 27 avril prochain au Texas. Aveu forcé, enquête bâclée, absence de témoins, corruption. Le documentaire « L'État du Texas contre Melissa » révèle une incroyable erreur judiciaire. En ce moment, seulement sur Canal+. Carrefour. Pour que votre bébé se sente bien, il faut qu'il reste au sec. Alors, pour changer bébé tout au long de la journée, sans vous ruiner, jusqu'au 17 avril, avec 70% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le méga pack de couches Baby Dry Pampers taille 4 revient à 9,45 €, soit 11 centimes la couche seulement chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. Prix payé en caisse 31,50 €, différentes tailles et variétés disponibles. Détails et magasins participants sur carrefour.fr. Europe Matin, Dimitri Pavlenko. 8h32, le journal permanent Alban Le Prince. La saga McKinsey continue avec l'ouverture d'une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale par le parquet national financier. Ce matin sur Europe 1, Adrien Quatennens, soutien de Jean-Luc Mélenchon est clair. Si le candidat de la France Insoumise est élu, les cabinets de conseil ne seront plus sollicités. À 3 jours du premier tour de la présidentielle, beaucoup de boîtes aux lettres demeurent vides. Plus de 26 millions d'électeurs n'ont toujours pas reçu la propagande électorale, ce qui représente près de 55% des Français appelés aux urnes. Concernant l'épidémie de Covid, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce à l'instant l'ouverture de la 2e dose de rappel, la 4e dose donc, à tous les plus de 60 ans. Et puis coup d'envoi aujourd'hui de la campagne de déclaration de revenus 2021. Parmi les nouveautés cette année, la revalorisation du barème kilométrique de 10% décidée face à la hausse des prix du carburant. La météo et la journée s'annonce très agitée, de la pluie quasiment partout, des rafales de plus de 100 km/h sur les littoraux. Au bord de la Manche, le soleil sera de retour cet après-midi avant l'arrivée de la tempête Diego. Demain, les températures 11 à 22 degrés cet après-midi. Le
rendez-vous de la présidentielle, l'événement politique est sur Europe 1. Adrien Quatennens, le coordinateur de la France Insoumise, est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h ce matin. Mathieu Bock-Côté et Louis Dragnel, j'allais les oublier, nous ont rejoints pour discuter avec vous, pour converser. Bonjour messieurs. Je vous donne la parole dans un instant, mais reprenons Adrien Quatennens, si vous le voulez bien, au point où nous nous étions arrêtés. Nous discutions de la guerre en Ukraine, des conséquences qu'elle a aujourd'hui sur le monde et sur l'économie. Vous alertiez à l'instant sur le risque de crise alimentaire générée par la disparition des blés russes et ukrainiens sur les marchés. Il se trouve que dans votre programme, vous faites la promotion d'une révolution agricole vers plus de bio, une agriculture paysanne. Est-ce que c'est compatible avec le risque de cette crise alimentaire pour la planète ? D'abord une chose, parce que ce risque de crise alimentaire, il est imminent, là tout le monde le voit, et il pourrait nous amener à des situations de détresse grave. Ce que Jean-Luc Mélenchon a proposé hier soir, c'est de réquisitionner les stocks de blé français, d'en bloquer les prix, parce que pour le coup, on parlait du prix de marché. Le marché, c'est le chaos, les prix s'envolent. Et on ne voudrait pas que ces stocks soient finalement exportés pour des raisons de spéculation et de prix, alors que la question de notre dépendance et de la souveraineté alimentaire des Français va être posée, d'une part. Deuxièmement, on souhaite aussi pouvoir garantir à certains de nos partenaires, et vous allez voir pourquoi, qui dépendent beaucoup de la production française, des prix bloqués de blé. Par exemple, les pays qui se situent de l'autre côté de la Méditerranée, des deux rives de la Méditerranée. L'Algérie, qui dépend du blé français à hauteur de 68%. Le Maroc, 33%. La Tunisie, 17%. On pourrait imaginer des discussions bilatérales où la France leur garantirait des céréales, pas au prix spéculatif, mais à des prix bloqués, et qu'en contrepartie, on puisse discuter, pourquoi pas, d'avoir accès à leurs hydrocarbures, gaz et pétrole, un programme à des prix pétrole contre aussi, nourriture négocié. Voilà, c'est-à-dire de la diplomatie pour faire avancer les choses, puisque vous nous interrogiez sur l'embargo et le fait que l'on était hyper dépendant au gaz russe. Après, il ne faut pas être dupe de ces situations. On sait par exemple que les Américains, qui produisent du gaz et du pétrole de schiste, qui est écocidaire, se réjouissent d'une situation où il y aura un embargo sur le gaz russe, puisqu'ils viennent en gros vous donner des petits coups de coude et puis dire nous on en a à vous donner, et puis on comprend pourquoi. Parce que le baril chez eux, il est aujourd'hui rentable à $60 et les prix sont à $115 aujourd'hui. Donc il faut absolument pas être dupe de ça, et la question de la souveraineté alimentaire est posée, et je pense qu'il y a notamment avec ses partenaires des marges de négociation pour avoir d'autres accès à des prix régulés qui ne subissent pas les effets du marché. Après, sur le modèle agricole, écoutez, aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'en France, le nombre d'exploitations agricoles a fondu comme neige au soleil, qu'il y aura d'ici 2030 des centaines de milliers de départs à la retraite et qu'on va se retrouver en grande difficulté. Alors après, il y a un modèle à refonder. La taille moyenne d'exploitation a augmenté aussi. Oui, mais justement, il y a un modèle à refonder. C'est-à-dire que, y compris les 10 milliards de la PAC, sont extrêmement mal distribuées parce qu'elles encouragent les hyper-exploitations avec des aides à l'hectare. Nous, ce que l'on souhaite, c'est installer beaucoup plus d'agriculteurs. Dans le plan planification écologique qu'on prévoit, c'est 300 000 paysans de plus pour faire l'agriculture relocalisée, paysanne, bio, et donc avec une agriculture qui soit moins intensive en chimie, qui pourrit la vie non seulement des agriculteurs, les sols, nos assiettes, mais une agriculture plus intensive en main-d'œuvre, qui permettent d'accéder à une nourriture de meilleure qualité. Voilà l'une des choses que nous souhaitons faire, et avec des mesures pour ça. Par exemple, une caisse de défaisance pour la dette de beaucoup d'agriculteurs. Si on leur dit vous allez passer à une agriculture paysanne, il faut leur en donner les moyens. De la même manière, des mesures de protectionnisme. Il ne faut pas avoir peur de ce terme. Pas un protectionnisme chauvin, mais un protectionnisme écologique, solidaire. Si par exemple on dit on sort des pesticides, il faut empêcher que des produits pourris de pesticides arrivent d'ailleurs et viennent concurrencer nos agriculteurs. Voilà des mesures que nous avons pour la transition agricole dans le cadre de la planification écologique que nous souhaitons opérer. Mathieu Bock-Côté, à vous. Alors, vous l'avez probablement vu hier, la famille de Samuel Paty a décidé de porter plainte contre l'administration qu'elle juge coupable de ne pas avoir protégé Samuel Paty dans les circonstances que l'on connaît. Est-ce que vous comprenez la démarche de la famille? Oui. Et l'approuvez-vous? Oui, nous l'approuvons, nous la soutenons. Et je me rappelle d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale, peu de temps après l'assassinat de Samuel Paty, avait dit mais il y a en effet à regarder sur ce qui s'est produit dans l'administration, parce que Samuel Paty a été menacé pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Donc clairement, il y a aussi lumière à faire sur ce qui a dysfonctionné dans l'administration et ce qui a empêché que ce professeur soit protégé comme il aurait dû l'être. Alors, il y avait deux pôles, évidemment, dans l'affaire Samuel Paty. Il y a la question de l'administration qu'on vient de soulever. Et il y a aussi le fait que ce n'était pas le geste d'un déséquilibré, pour reprendre la formule classique de ceux qui veulent déresponsabiliser. Plusieurs ont parlé de contexte
vous connaissez le concept d'islamo-gauchisme, qui aurait créé les conditions, à tout le moins, de cet assassinat. Est-ce que pour vous, cette menace, la menace de l'islamisme et plus largement de ceux qui l'accompagneraient, cette espèce d'islamo-gauchisme, c'est une réalité en France? Moi, je ne sais pas, Mathieu Bocoté, ce qu'est l'islamo-gauchisme. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que le terrorisme islamiste doit être radicalement combattu et que par ailleurs, et ce serait bon de le rappeler, les musulmans sont les premières victimes à travers le monde de ce terrorisme. Que par exemple, nos amis en Tunisie, je pense à Mohamed Brahmi, Chokri Belaïd, sont morts sous les balles des islamistes. Donc, ce combat-là, il se mène sur plusieurs fronts à la fois. D'abord, évidemment, sur le front international, parce qu'il y a aussi des accords commerciaux et finalement des relations diplomatiques qui peuvent parfois être interrogées avec des pays qui ont une certaine influence. Mais ensuite, comment on résiste sur le sol français? D'abord, en n'accordant pas le point aux terroristes, c'est-à-dire en refusant le lien systématique qu'on fait entre la religion dans son ensemble et ses croyants et quelques fous furieux qui procèdent à des actes qui n'ont absolument rien à voir avec la religion. Et ensuite, dire une chose aussi, c'est que il faut renforcer partout nos anticorps républicains. Voilà. La République... C'est ce que faisait Samuel Paty. C'est tout un résistant contre l'islamisme. Évidemment. C'est ce que faisait Samuel Paty dans son rôle de professeur. Et donc, il faut renforcer partout nos anticorps républicains. Vous savez, la radicalisation, elle ne peut avancer que là où l'État recule, là où les services publics reculent, là où l'État est défaillant. Et ces trois principes qu'on a sur les frontons de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, c'est finalement ce qui guide notre action politique et c'est un programme qui est toujours inachevé. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus. Et par exemple, quand on a eu ce débat à l'Assemblée sur la loi séparatisme, vous n'avez absolument rien dans cette loi qui permet de renforcer les principes républicains, contrairement à ce que la loi détermine. Parce que les principes républicains, c'est liberté, égalité, fraternité. Et on n'a pas vu dans cette loi qu'il y ait quoi que ce soit pour l'améliorer. Voilà. Mais Adrien Quatennens, juste une question là-dessus. Ça, c'est votre ligne, votre sensibilité au sein de la France Insoumise. Mais dans votre parti, il y a aussi le mouvement des indigénistes qui, eux, ne tiennent pas exactement ce discours-là. Il n'y a pas d'indigénistes à la France Insoumise. Et qui crient souvent quand même à l'islamophobie. On se souvient quand même il y avait quand même des membres de votre famille politique qui étaient à la marche contre l'islamophobie. Et on voit bien, et c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été soulevé pendant cette campagne électorale, mais parce que Jean-Luc Mélenchon a réussi à maintenir, à faire bloc, à faire vivre toutes ses sensibilités sous sa houlette. Mais la France Insoumise, il y a quand même plusieurs courants. Et donc, vous incarnez cette ligne républicaine, mais il y a d'autres courants au sein de la France Insoumise qui apparaissent plus éloignés de cette ligne-là. Il n'y a pas de courant indigéniste à la France Insoumise, soyez-en assurés. Mais surtout, regardez dans le détail ce que nous avons à proposer. Nous ne confondons pas les terroristes avec l'ensemble des musulmans de ce pays, dont on rappelle d'ailleurs que les musulmans à travers le monde sont les premières victimes du terrorisme. Et nous refusons cette stigmatisation accrue des musulmans dans notre pays. Voilà, ça, vous nous trouverez toujours, quelle que soit d'ailleurs la religion, à côté de ceux qui sont montrés du doigt pour leurs croyances. Vous savez, vous parlez de cette marche. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein. Cette marche, elle avait eu lieu pourquoi? En réaction à une tentative d'attentat contre une mosquée, contre un lieu de culte, donc à Bayonne, sans aucune réaction. Et donc, qu'il y ait eu dans cette manifestation des gens avec qui nous n'avons rien à voir, c'est clair. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, depuis la manifestation, l'a dit. En disant, oui, il y a peut-être en effet des islamistes dans cette manifestation, nous n'avons rien à voir avec eux. Nous manifestions aux côtés de la CGT, de certains partis politiques, associations. Par contre, vous devez bien voir que dans cette manifestation, qui était en réaction à un attentat contre un lieu de culte, vous aviez en effet beaucoup de nos concitoyens, concitoyennes de confession musulmane qui ont chanté la Marseillaise, qui ont déclamé, attendez, laïcité, protège-nous. Il y a eu aussi d'autres mots entendus contre la République, contre nos valeurs. Et nous les condamnons. Vous savez, quand par exemple je participe à des manifestations sociales contre la réforme des retraites, il y a parfois des gens qui cassent. Est-ce qu'il ne faut pour autant pas être de la manifestation? Je n'ai rien à voir avec ceux qui cassent, mais je participe à la manifestation et cette manifestation avait des mots d'ordre républicains précisément. Qu'il y ait des gens dans cette manifestation qui avaient d'autres mots d'ordre, je le concède. Par contre, je trouve que vous nous reprochez souvent des ambiguïtés, mais hier à ce micro, je n'ai pas vu, par exemple, que vous ayez interrogé Madame Le Pen sur certains liens. J'en cite quelques-uns. Par exemple, ce n'est pas un responsable du service d'ordre de la France Insoumise, mais bien un ancien responsable du service d'ordre du Front National, dont les réseaux ont armé Amédi Koulibaly, le terroriste de l'hypercacher. C'est un ancien candidat du Rassemblement National, je crois, à Paris, qui est allé négocier avec Daesh en Syrie
pour le compte du cimentier Lafarge, attendez, pour qu'il puisse poursuivre son activité en territoire occupé par Daesh. Ce sont des amis, je crois, de Madame Le Pen que l'on trouvait en 2009 aux côtés du collectif Cheikh Yassine, qui a été mis en cause notamment dans la mort de Monsieur Samuel Paty. Donc si vous voulez, des ambiguïtés, il n'y en a pas. Chez nous, c'est la République et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait France de tout bois et que nous ne montrerons pas certains de nos concitoyens du doigt pour quelques sauvages et quelques terroristes qu'il faut condamner et sur lesquels, en effet, il faut des politiques claires pour les combattre. Je crois que ça ne souffre pas d'ambiguïté. De la même manière que, par exemple, quand il y a eu l'assassinat terrible antisémite de Madame Mireille Knoll, eh bien nous y sommes allés et certains extrémistes nous ont éjectés de la manifestation. Quelle que soit la religion, quelle que soit la confession, vous nous trouverez toujours aux côtés de celles et ceux qui sont attaqués pour ce fait. Pour nous, la France, c'est la France de tout bois, pour l'intérêt général, et je crois que à 3-4 jours de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de sujets de préoccupation qu'on doit aborder, notamment le pouvoir d'achat, la santé, parce que tout ne se vaut pas sur ce thème. Vous nous faites le menu des 10 prochaines minutes, Adrien Quatennens. Je rappelle que vous êtes l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Mathieu Bocoté, Louis Dragnel, vous restez avec nous. Très courte pause, on revient dans un instant. Europe 1. Le rendez-vous de la présidentielle. La Fédération nationale de l'habillement s'engage aux côtés des commerçants indépendants, comme Nathalie Friedlander, fondatrice de Brand Bazar, une enseigne multimarque pour femmes, qui ne cesse de mettre la relation client au cœur de ses préoccupations. Mon idée, c'était vraiment d'être très à la mode, mais de vendre des vêtements à des femmes. Et donc, ce qui a été privilégié depuis le début, c'est le service. On a une communauté qui est extrêmement fidèle, qui réagit, qui vit avec nous. Le résumé de tout ça, c'est l'interaction. C'est que les gens se parlent les uns avec les autres. Le samedi après-midi, vous venez là, mais c'est une rigolade. Tout le monde est dans la cabine, des gens très connus, des gens pas connus du tout, et tout le monde se parle et tout le monde se conseille. Enfin, c'est la vie comme elle devrait être dans la cité, quoi. La Fédération nationale de l'habillement, unie et ensemble pour avancer. Plus d'infos sur fédération-habillement.fr. Gigot d'agneau cherche flageolets savoureux avec qui mijoter tendrement à Pâques. Justement, chez Grand Frais, les flageolets verts extra fins sont à 2,50 € le lot de 2, soit seulement 1,25 € le bocal. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 16 avril, bocal de 420 grammes, soit 2,98 € le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Découvrez Un homme sans histoire de Nicolas Caro. Henri Rey a toujours préféré l'ennui aux ennuis. Mais un jour, malgré lui, il devient un fugitif et quitte son village pour une cavale rocambolesque à travers le monde. Une épopée jubilatoire qui met en scène un anti-héros irrésistible, un braqueur philosophe, un banquier en scaphandre. Un homme sans histoire, un premier roman brillant signé Nicolas Caro, aux éditions Lattès. Quand Julie a su qu'il y avait chez Orange un nouveau forfait mobile 5G, 120 gigas à seulement 14,99 € par mois. elle a d'abord trouvé ça fou. Et puis elle s'est vite dit que... Le plus fou serait de ne pas en profiter. Avec Orange, le forfait mobile 120 Go 5G pour clients pack open sans engagement est à 14,99 € par mois pendant 12 mois, puis 26,99 €. Orange. Valable jusqu'au 1er juin, réservé aux nouveaux clients. Kit main libre recommandé, 5G uniquement en zone déployée avec terminal compatible. Couverture sur réseau.orange.fr. Carrefour. Pour que votre bébé se sente bien, il faut qu'il reste au sec. Alors, pour changer bébé tout au long de la journée, sans vous ruiner, jusqu'au 17 avril, avec 70% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le méga pack de couches Baby Dry Pampers taille 4 revient à 9,45 €, soit 11 centimes la couche seulement chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour. Prix payé en caisse 31,50 €, différentes tailles et variétés disponibles. Détails et magasins participants sur carrefour.fr. Le rendez-vous de la présidentielle, l'événement politique est sur Europe 1. Adrien Quatennens, le coordinateur de la France Insoumise, est l'invité d'Europe 1 jusqu'à 9h. Adrien Quatennens, vous avez parlé assez longuement de Marine Le Pen à l'instant. Il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon disait que chez Marine Le Pen, il y a des fâchés, pas fachos. On retrouve son sens de la formule. Les fâchés, pas fachos, ceux-là, il faut que je leur parle, disait Jean-Luc Mélenchon. Et il se trouve que, à ce même micro, Marine Le Pen disait elle aussi vouloir parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont les mêmes que vous partagez? Une chose est sûre en tout cas, parmi les électeurs de Marine Le Pen, il y a des gens qui croient, adhèrent à certaines thèses ethnicistes, et c'est pas sur ce sujet-là qu'on va pouvoir les convaincre, bien qu'on aurait des arguments. Par contre, je crois, et vous le savez, il y en a parmi ceux qui nous écoutent, j'en suis sûr, et parmi ceux qui nous écoutent, il y a ceux qui ont des voisins, des collègues, des amis, de la famille, qui pour une raison qui nous échappe, pensent que Madame Le Pen va s'occuper du pouvoir d'achat et des petites gens. Et quand on regarde son programme, on se dit mais pourquoi vous croyez ça? Parce que quand vous regardez le programme de Marine Le Pen, c'est franchement petit bras sur ces sujets. Donc il faut le dire. Quelques points de comparaison.
Madame Le Pen peut venir sur votre plateau dire froidement qu'elle est contre l'augmentation du SMIC et des salaires. D'ailleurs, elle propose quoi, Madame Le Pen, en fait, d'augmenter votre salaire avec votre propre salaire, en fait. Vous allez vous payer vous-même l'augmentation, c'est par une baisse de cotisation, c'est-à-dire par, en fait, une baisse d'une part différée de votre salaire. Madame Le Pen, il y a encore quelques temps de cela, elle proposait la retraite à 60 ans pour tous, elle a renoncé dans des termes qui, je le dis, moi, me font penser à du Bruno Le Maire. Madame Le Pen est contre le blocage des prix, elle préfère que l'État s'appauvrisse et prenne en charge les dividendes des pétroliers. Bref, je dis, il y a dans ce pays des femmes et des hommes qui pensent... Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir qu'il y a une partie de votre électorat qui est prêt à voter, qui est prête à voter pour Marine Le Pen? Non, mais je crois que c'est assez peu de monde, et moi je tiens un discours qui est clair là-dessus. En tout cas, d'opinion, non, mais c'est pas du monde. Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, parce que Marine Le Pen... Ça, c'est une consigne de vote. Au-delà de la consigne, qu'est-ce que ça vous... Parce qu'en fait, c'est un électorat auquel vous parlez, vous vous adressez. On voit bien dans cette fin de campagne que Marine Le Pen, comme vous cherchez à convaincre. Mais nous, on a besoin de parler à tout le monde. Tout le monde, ça veut dire quoi? Regardons, on est à 3 jours là du vote. Jean-Luc Mélenchon est au seuil du second tour. Le dernier sondage, c'est 17,5%. Tout le monde nous dit c'est ouvert. Qui faut-il aller convaincre? Il y a d'une part des gens qui aujourd'hui sont encore dans l'abstention, des gens qui pour plein de raisons considèrent que voter ne sert pas à grand-chose. Moi je leur dis vous avez tort. D'ailleurs l'abstention aujourd'hui c'est faire un cadeau à Emmanuel Macron, parce que son électorat à lui va être mobilisé, donc ne laissez pas votre place. Si vous croyez que voter ne sert à rien, regardez ces électeurs, eux vont aller voter, ils savent que ça sert à quelque chose. Premier pilier. La deuxième chose, c'est en effet des électeurs de gauche qui aujourd'hui pensent voter par exemple pour Yannick Jadot ou Monsieur Roussel ou Madame Hidalgo, et qui voient bien au seuil du second tour que la question qui est posée, c'est qui en face de Monsieur Macron a la perspective d'y être. Je veux dire, vous ne renoncez à aucune de vos convictions en votant pour Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir en commun, c'est tout le contraire. Et enfin aussi, oui, ces personnes qui sont en colère et qui pensent, sans avoir lu vraisemblablement le programme de Madame Le Pen, qu'elle va s'occuper d'eux. Adrien Carnès, si je peux me permettre, à propos de Madame Le Pen, donc les électeurs qui lui sont ralliés, vous avez parlé d'électeurs qui auraient une tentation ethniciste, d'accord, on les laisse de côté. Mais ceux qui... On laisse de côté, moi je veux bien... J'entends dans votre discours, mais ceux qui sont portés vers elle en disant qu'il y aura un discours social peut-être semblable au vôtre, mais qui ajoutent à ça le souci pour une baisse de l'immigration, qui ont l'inquiétude identitaire, l'insécurité culturelle dont parlait Laurent Bouvet autrefois. Est-ce que vous êtes capable de parler à ces électeurs qui seraient socialement de gauche, mais culturellement ou sur le plan identitaire plus conservateurs ou plus à droite? Êtes-vous capable de parler à ces gens? Mais bien sûr, d'abord... Ont-ils leur place chez vous? D'abord, premièrement, en leur disant, vous vous faites berner si vous pensez que cette femme va se soucier de votre pouvoir d'achat. Voilà. Si vous voulez l'augmentation du SMIC, c'est avec Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez la retraite à 60 ans, c'est avec Jean-Luc Mélenchon. S'ils veulent ça, si vous voulez une baisse de l'immigration, ils peuvent se retrouver chez vous? Une baisse de l'immigration, regardez, de quoi on parle? D'abord, première chose, les chiffres aujourd'hui sont très clairs. Il n'y a pas de vague migratoire en France. Et si vous le croyez, Mathieu Bocoté, si vous croyez qu'aujourd'hui c'est une vague, préparez-vous. Parce que quand vous regardez par exemple le dernier rapport du GIEC sur le climat, pour lequel Madame Le Pen ne fait à peu près rien, c'est-à-dire je vois pas de mesures écologistes radicales au sens où il faudrait le faire dans le programme de Madame Le Pen. Le GIEC nous dit, alors qu'aujourd'hui c'est à peu près 86 millions de personnes dans le monde qui sont contraintes à quitter leur terre pour des raisons diverses, des conflits, des accords commerciaux inégaux, certains d'ailleurs que les amis de Madame Le Pen auxquels ils n'ont pas fait barrage au Parlement européen, mais aussi la question climatique. Ça devrait toutes et tous nous préoccuper. Mathieu Bocoté, il y a dans le logiciel de l'extrême droite un impensé constant, un angle mort permanent. Madame Le Pen, Monsieur Zemmour débordent toujours d'inventivité pour nous expliquer comment on empêche les gens d'arriver ou comment on les repousse. Jamais ils ne s'interrogent sur les causes des mouvements de population. Les mouvements de population, d'abord, c'est vieux comme l'histoire de l'humanité. Ça a fait l'humanité, quoi que vous en pensiez. Et ça a fait y compris notre pays. Mais il y a des causes de mouvements de population pour lesquelles ces gens n'ont absolument aucune réponse. Les gens, vous savez, aspirent d'abord à vivre correctement au pays. Mais je vous parle à propos des électeurs. Quelles que soient les préférences des uns et des autres autour de cette table, les électeurs de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour, mais je devine de Madame Le Pen sur le plan social, qui disent l'immigration m'inquiète. La question de l'identité française. Mais d'abord, il s'agit de savoir pourquoi ça les inquiète et de discuter avec eux. Est-ce que pour vous, ça relève de la xénophobie, du racisme, d'avoir de telles inquiétudes? Il y en a pour qui, oui, ça relève de cela, c'est indéniable, mais il y en a pour qui c'est une inquiétude irrationnelle. Et donc, il convient de leur parler. Rationnelle? Mais je pense qu'on a une part pour qui elle est irrationnelle. Mais est-ce qu'elle peut être rationnelle? Écoutez, aujourd'hui, disons les choses. Il y a un rôle à l'extrême droite dans cette campagne. C'est que pendant que
on parle uniquement de ces sujets d'identité, d'immigration, de religion, on a en réalité quelque chose qui s'opère. C'est que des femmes et des hommes qui devraient pouvoir se retrouver autour de leur cause commune, on a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé de l'emploi, devraient ne pas le faire et se diviser pour des raisons de couleur de peau, de religion ou que sais-je. C'est le rôle historique de l'extrême droite, et y compris dans cette élection. Donc dire les choses, d'abord, il n'y a pas de vague migratoire actuellement en France. Si vous regardez y compris un rapport qui a été fait sur les pays de l'OCDE, on découvre que les immigrés, leur contribution est même excédentaire, y compris en France. Ça veut dire que ce qu'ils payent en impôts et en cotisations est davantage que ce qu'ils coûtent en termes de prise en charge. Pour la France, ça s'équilibre. Pour certains pays, pour la France, c'est légèrement excédentaire. C'est 1% pour 1%. Donc c'est excédentaire. Mais surtout dire une chose, sur les mouvements de population. Les causes des mouvements de population, il faut les traiter d'une part, et ensuite, oui, quand des gens se déplacent, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que se déplacer, il faut, et ça n'est pas fait aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, créer les conditions d'un accueil digne. Pour nous, c'est clair. Traitement des causes des mouvements de population et création d'un accueil digne des personnes qui sont réfugiées, et sans faire le tri. Parce que moi, des femmes et des enfants ukrainiens qui arrivent parce qu'ils sont sous les bombes ont la même valeur que des femmes ou des enfants afghans. Adrien Quatennens, il nous reste 2 minutes. Vous avez parlé de la retraite à 60 ans. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est aussi question de passer aux 32 heures, d'abord pour les métiers pénibles et ensuite à tout le monde. Il est aussi question... enfin voilà, ce sont deux éléments centraux. Beaucoup de gens s'interrogent sur la pertinence économique du programme de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, est-ce que c'est avec ça qu'on va soutenir le pouvoir d'achat? Il y a la question aussi du programme fiscal intitulé « Faire payer les riches ». Et puis il y a la question du coût global du programme. Là, on a une demi-heure alors encore devant nous. Alors je sais bien, je sais qu'en plus vous êtes prolixe dans vos réponses. Précisément, en défense de votre programme économique. D'abord, si on prend l'idée, par exemple, on va se parler que de ça, passer aux 32 heures, est-ce que c'est avec ça qu'on va soutenir le pouvoir d'achat? Travailler moins, est-ce qu'on peut gagner plus? Alors, d'abord, il faut admettre une chose. Ce qui est impertinent, c'est le niveau de répartition de la valeur produite aujourd'hui. Ce pays produit beaucoup. Les travailleurs de ce pays produisent beaucoup. Et l'argent est très mal réparti. Si vous supportez que 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français, ce qui est le cas aujourd'hui, 40% de la population, ça n'est pas possible. Alors, que va-t-on faire sur la question du temps de travail? C'est la conquête sociale historique. Plus la productivité augmentait, plus on arrivait à diminuer le temps de travail, à améliorer la vie des gens. Ce mouvement s'est interrompu. C'est-à-dire qu'un salarié français, à l'heure où on se parle, il produit 3 fois à lui seul, compte tenu des gains de productivité, ce que produisait un salarié il y a 50 ans. Et pour autant, on n'a pas vu que les salaires augmentent en proportion, ni que le temps de travail diminue. Donc oui, nous allons diminuer le temps de travail, reprendre cette conquête historique de diminution du temps de travail, parce que c'est une des bonnes réponses face au chômage de masse. Ça créera de l'activité et de l'emploi. On n'a jamais créé autant d'emplois qu'en ce moment. On n'a jamais créé autant d'emplois que quand on a baissé le temps de travail. Aujourd'hui, pardon, mais si vous voulez qu'on prenne le temps de regarder quel type d'emplois sont créés, si vous arrivez à vous satisfaire d'un emploi... Il y a toujours un débat sur les 35 heures. Non, mais un emploi extrêmement précaire. Plus de 80% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, des contrats de moins d'un mois, parfois même des contrats de moins d'un jour, qui vous font sortir des statistiques du chômage, mais vous font y revenir ensuite. La dernière chose, vous avez parlé de la fiscalité. Et là aussi, je vais être très clair pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a aussi cette idée qu'on entend parfois que si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, au secours, on va être écrasé d'impôts. Eh bien, moi, je vous invite à aller voir sur le site mélenchon2022.fr. On a mis un simulateur fiscal qui vous permet de simuler votre impôt sous Jean-Luc Mélenchon. Parce que ce que nous allons faire, c'est mieux répartir l'effort entre tous. Aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Tout l'effort est concentré sur la classe moyenne. Avec les 14 tranches d'impôts qu'on va mettre en place, 92% des contribuables vont y gagner. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 4 000 euros... Donc vous allez concentrer encore plus l'impôt. Si vous allez... Non, justement, on va déconcentrer. On va lisser l'effort entre tous en ayant plus de tranches. Si vous gagnez moins de 4 000 euros, avec Jean-Luc Mélenchon, vous paierez moins d'impôts. Voilà ce que nous voulons dire. Et puis, on va aussi faire circuler l'argent. Par exemple, sur l'héritage maximum, j'ai entendu que certains s'étranglaient. On a fixé un héritage maximum à 12 millions d'euros. Ça concerne 0, je sais pas combien, c'est des siècles de SMIC. Mais l'argent que l'État récupère, c'est pas pour faire d'État, c'est pour le mettre en circulation. Par exemple, en permettant aux jeunes d'avoir accès à cette allocation d'autonomie jeunesse de 1063 euros pour se consacrer pleinement à leurs études et répondre à tous les défis qui sont devant nous. Merci Adrien Quatennens. Merci, vous avez longuement eu le temps à de dimanche. Déployer le programme de Jean-Luc Mélenchon. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Merci Louis Dragnel. Merci Mathieu Bocoté. 8h58.